Bonjour à tous et bienvenue dans cet troisième épisode de la série que j'ai faite qui s'appelle Enflure. Vous l'avez reconnu dans cet épisode parce que vous avez cliqué sur cette miniature. On va parler de la majesté des centres aérés, le baron des jardins d'enfants, Cyril Gann de la garderie, Daniel Cohn-Bendit ou encore Dany le Rouge. Assidez-vous confortablement et on va aborder la tumultueuse vie de Daniel Cohn-Bendit, de révolutionnaire à libéral, de France à Europe, d'adulte à enfant. Daniel Cohn-Bendit, l'Enflure, épisode 3, c'est parti. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour le référencement. On va arriver aux 100 000, c'est quand même dingue. Tu pourras dire j'étais là avant les 100 000 de Georges, c'est fou. Daniel Cohn-Bendit est-il une enflure? C'est parti. Daniel Cohn-Bendit, Dany, est né le 4 avril 1945 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Sa mère, Herta David, est d'origine juive ashkénaze polonaise et son père, Erich Cohn-Bendit, est un ancien du Parti communiste allemand, trotskiste réfugié en France depuis peu. Daniel a un grand frère, Gabriel, né 9 ans avant lui en 1936, et qui fera carrière lui aussi dans les milieux éducatifs alternatifs et dans le milieu très opulent à l'époque de l'anarchisme. La famille de Daniel Cohn-Bendit est juive et sera sauvée par le réseau de l'évêque Pierre-Marie Théas pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, vu que la famille de Daniel Cohn-Bendit est allemande, pendant un certain temps, ils sont apatrides en application de la loi allemande du 14 juillet 1933. Alors, comme je suis une couille absolue en allemand, je vais pas dire le mot, mais je vais laisser Google le dire. En 1958, Daniel Cohn-Bendit est inscrit dans Odenwaldschule, l'école autogérée près de Francfort. L'année d'après, en 1959, il choisit la citoyenneté allemande pour éviter de faire son service militaire en France. Plus tard, il va expliquer que c'était l'européisme, le sentiment européen qui l'a poussé à faire ce choix. Petit doute, peut-être que Dany n'aimait juste pas porter des charges lourdes. Dany, à l'époque, est déjà très politisé, il a 21 ans à peine, et il intègre la faculté de Nanterre en sociologie. Et là, on se dit, ça sent pas bon, Dany. Là-bas, de ses propres aveux, il combat le mouvement identitaire Occident avec ses camarades de l'UNEF, qui commence à faire la gueule depuis qu'ils ont plus de subventions, puisqu'on leur a retiré progressivement de l'argent public à la suite de leur soutien à l'indépendance de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. On se retrouve à la Saint-Valentin de 1967, alors vous me direz, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de la Saint-Valentin avec l'université, et c'est quoi le rapport de la Saint-Valentin avec Daniel Cohn-Bendit? Et j'y viens. En 1967, il y a un mouvement national dans les résidences universitaires pour que tous les étudiants, et toutes les étudiantes surtout, aient le droit d'inviter leurs copains dans leur chambre, ce qui était à l'époque interdit. Scandale. La fin de l'année 1967 correspond à la massification de la grève qui partait de ce mouvement-là et qui concerne un peu tout et n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, on partait d'une demande de libération des mœurs pour arriver à l'intervention de la CFDT-CGT scolaire et académique qui réclame des crédits supplémentaires. Début 1968, il y a des affrontements qui vont opposer les grévistes à la police, à Caen et au Mans notamment. Un petit mot sur le contexte en France pendant cette année 1968. Est-ce que la France va bien? Pas tant que ça. On sort à peine des 30 Glorieuses, donc le mouvement qui a permis l'enrichissement de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de cette période de prospérité, elle profite pas à tout le monde. T'imagines bien, près de 2 millions de travailleurs sont payés au minimum, au SMIG. À l'époque, c'était pas encore le SMIC, c'était le SMIG. Et c'est à ces travailleurs précaires et aux 500 000 chômeurs que le mouvement va tenter de parler. Le mouvement de mai 68 va tenter de parler. Et il y arrive. En 1968, les grèves générales sont rejointes par des organisations syndicales qui vont dépasser le cadre scolaire pour aboutir le 13 mai 1968 à la plus grande grève générale, à la plus importante grève générale sauvage de l'histoire. On part donc d'une volonté d'émancipation des mœurs dans une petite fac à Nanterre
et on arrive à un blocage partiel ou total des universités françaises, puis certains mouvements ouvriers vont rejoindre le mouvement, avec aussi des revendications un peu plus concrètes que celles des étudiants. On finit avec une contre-manifestation en soutien au général de Gaulle la même année, qui sonne la fin du mouvement avec les accords de Grenelle. Et Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge, qu'est-ce qu'il fait dans ce mouvement? Eh bien, il a un rôle d'organisateur, d'agitateur et de négociateur. Il va organiser les mouvements de protestation, il va créer de l'agitation autour de l'université et dans les manifestations, et enfin il va négocier directement ou indirectement avec les pouvoirs publics. C'est notamment lui qui sera à la manœuvre lors des négociations finales de mai 68. Alors déjà, des critiques vont émerger autour du mouvement et autour du rôle de Dany le Rouge, et notamment sur son organisation, sur la composition des manifestants et évidemment sur le message qu'essaye de transmettre Daniel Cohn-Bendit au travers de mai 68. Georges Marchais, par exemple, le 3 mai 1968, dans l'Humanité, le magazine L'Humanité, il parle d'un faux révolutionnaire à démasquer. Alors Daniel, il va détester toute sa vie Georges Marchais, jusqu'à le qualifier en 2012 sur le plateau de Marie Drucker. Il va le dire que c'est une ordure. Il n'oublie pas le Dany, la mémoire solide. Je ferai une vidéo spéciale pour parler de mai 68, mais déjà à l'époque, les écrivains sont assez critiques du mouvement. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un mouvement qui est éminemment bourgeois. On rappelle que les étudiants en fac de sociaux et plus généralement les étudiants dans les universités ne représentent que 215 000 personnes à l'époque. Ce mouvement, qui est donc bourgeois, a beaucoup de mal à parler à la classe ouvrière, et lorsqu'il le fait, il le fait mal. Dans La Révolution introuvable, l'écrivain, l'historien, le politologue Raymond Aron explique que si les ouvriers avaient des revendications qu'on pourrait qualifier de concrètes, voire un projet politique clair derrière leur manifestation, c'était pas le cas des étudiants. Les étudiants, ils voulaient pas tellement prendre le pouvoir, mais ils voulaient le tester. C'est ce que des écrivains ont appelé le romantisme de mai 68. Jean-Claude Guibaud, dans La tyrannie du plaisir, où il analyse un peu cette histoire de mœurs dans la révolte de mai 68, lui, il parle d'une tyrannie de la transgression, pour parler des étudiants de mai 68. Étant donné que cette bourgeoisie avait tout, avait matériellement tout, elle manifestait quelque part pour le simple plaisir de manifester, en mettant en scène une espèce de crew de manifestants infantilisés. On rappelle d'ailleurs que les slogans de mai 68 ne voulaient strictement et politiquement rien dire. On explique que sous les pavés, la plage, qu'il est interdit d'interdire, enfin bref, c'est la révolte des enfants gâtés contre leurs parents gâteux, et c'est moi qui ai trouvé l'expression. Simone de Beauvoir va critiquer, elle, l'absence de femmes dans le mouvement. Et évidemment, la contre-manifestation du général, où on attendait 30 000 personnes et où on verra 1 million de personnes, cette manifestation, cette contre-manifestation va achever le mouvement en retournant l'opinion publique. Suite à ça, Dany le Rouge, Daniel, il est expulsé le 21 mai 1968 en Allemagne, et une semaine après, il revient à Paris déguisé et avec une teinture pour, je cite François, renverser le capitalisme. Alors spoiler alerte, il va pas du tout renverser le capitalisme, vraiment au contraire. L'été qui suit, il s'associe à Jean-Pierre Duteuil pour écrire Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme. Ce livre nous explique, page 15, je l'ai lu, les étapes qui ont conduit à l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit révolutionnaire. Il essaye ensuite de voir comment revitaliser les mouvements révolutionnaires d'extrême gauche avec l'élan porté par la jeunesse. Bon, globalement, tout est faux, puisqu'on sait aujourd'hui que la contagion de mai 68 s'est surtout faite grâce à l'intervention de certains mouvements ouvriers, mais surtout à la peur des pouvoirs publics face à cette manifestation. Bref, on est en 1969 et Dany crée avec Joschka Fischer le syndicat national des étudiants et soutiennent à demi-mot le congrès de l'Organisation de la libération de la Palestine à Alger. Et le plus intéressant, il est à venir. On est en 1973 et Daniel est aide-éducateur dans une crèche autogérée par les parents des enfants sur le campus de Francfort, la crèche Unikita. Alors, il est dans un premier temps accusé de manipuler au sens figuré, je vous vois, des enfants en les amenant dans des manifestations ou en leur apprenant des slogans révolutionnaires. Enfants qui, je le rappelle, ont entre 3 et 6 ans. Bon, la décennie 70 n'est pas très intéressante. Dany mène une vie de clochard en vivant dans des squats en France
et en Allemagne, et en entretenant des liens assez étroits avec certains groupes terroristes d'extrême gauche, notamment faction Armée Rouge. Et là, on bascule dans la bonne ambiance. Parce que vous l'attendez, vous avez vu Daniel Cohn-Bendit, vous avez dit, on va parler de pédophilie. Eh ben oui. En 1975, Daniel Cohn-Bendit sort un livre relativement médiatisé à l'époque et vendu à 30 000 exemplaires, un livre qui s'appelle Le Grand Bazar. Et dans ce livre, il raconte son activité d'aide éducateur dans le jardin autogéré de Francfort. Certains détails vont commencer à faire tilter. Bing, bing. Je vous lis un extrait. Extrait assez long, mais c'est intéressant. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais: pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi vous m'avez choisi, moi, et pas les autres gosses? Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Mon flirt permanent avec tous les gosses prenait vite des formes d'érotisme. Je sentais vraiment que les petites filles, à 5 ans, avaient déjà appris comment m'emmener en bateau et me draguer. C'est incroyable. La plupart du temps, j'étais désarmé. Ces écrits sont ouvertement glauques, voire carrément pédophiles pour certains. Mais on va analyser la position que tient Daniel dans ce livre et qu'il réitérera plus tard. Et cette position sur la sexualité des enfants est le produit direct ou indirect du fameux interdit d'interdire. En gros, l'écrivain que je citais tout à l'heure, Jean-Claude Guibaud, met en avant que la remise en cause de l'ensemble des structures politiques et sociales par mai 68 a abouti naturellement à la remise en cause de principes jusqu'alors répandus et admis, la pédophilie notamment. Ce credo, donc le fait de refuser toutes les normes, s'accompagne de slogans complètement douteux du style « l'enfant est une personne », qui sous-entend que si l'enfant est une personne, l'enfant peut avoir des rapports sexuels consentis, que ce soit avec un enfant ou un adulte. Mais comment vous osez rapprocher ce processus avec l'idée que les enfants peuvent choisir leur sexe dès 3 ans ? C'est un peu pareil, franchement c'est un peu le même délire. La libération des mœurs, à travers les écrits et les positions de Daniel Cohn-Bendit, choque. Mais elle nous choque, nous, en 2023, puisqu'on est normaux. Mais à l'époque, cette position, elle choque pas des masses. Dans l'extrait devenu célèbre d'Apostrophe que je vous mets... Je vais à 9h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Gu, une chose quand même qui doit vous être agréable. Ça me touche beaucoup. C'est voilà un naïf, les 40, le naïf et ses 40 enfants, voilà le 41e. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Non, Et non, Paul Gu. Non, mais enfin, non, parce que c'est mais ridicule. non, cher ami, vous pouvez leur donner des idées là, avec vos papouilles. Pourquoi Pourquoi ne pas leur donner d'idées d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne Ces pas des enfants. idées. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Personne ne semble si choqué que ça à l'idée qu'une gamine caresse Dany le Rouge. Et d'ailleurs, l'extrait que j'ai lu tout à l'heure n'est absolument pas repris dans la presse à l'époque. C'est aussi ce contexte de folie objective qui aboutit à cette fameuse pétition que je cite souvent pour réformer l'âge de la majorité sexuelle, écrit par Gabriel Matzneff. Cette pétition, publiée dans Le Monde et plus tard dans Libération, mais qui reprend stricto sensu les termes d'une couverture de Libération de 1974, s'inscrit parfaitement dans le grand n'importe quoi des mœurs de l'époque. Elle est évidemment signée par le grand ami des enfants Gabriel Matzneff, le co-créateur de Libération Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Jack Lang, Bernard Kouchner, enfin bref, la crème de la crème. On rappelle aussi que dans les années 70-80, Libération, non content de promouvoir la pédophilie, avait carrément donné la parole à des pédophiles renommés, et ce que le magazine a par ailleurs avoué par l'entremise de son journaliste Cédric Mathiot le 24 septembre 2017. Je le cite: « Si on doit répondre par oui ou par non à la question Libération a-t-il soutenu la pédophilie en 1974 ? Il faut répondre oui. » Cohn-Bendit sera par ailleurs épinglé par l'ancien ministre de la Justice allemande, Klaus Kinkel, qui lui écrit une lettre ouverte en lui demandant de s'expliquer sur son rapport à la pratique pédophile, et la réponse de Daniel Cohn-Bendit, elle est assez lunaire. Il explique que ce qu'il voulait, c'était
transgresser les frontières, briser les interdits, mais rien à voir avec les abus sexuels. Difficile à croire. Il rajoute deux choses qui sont assez surprenantes. Il explique qu'à l'époque, il voulait, dans son livre, épater le bourgeois. Mais alors qu'on aime ou pas la bourgeoisie, je vois pas comment un bourgeois peut se dire « Oh, il touche des enfants, je suis tellement épaté !» Ça en dit plus sur la notion qui se faisait de la bourgeoisie que sur son procédé d'épater le bourgeois. Bref. Et surtout, il explique que le jeu employé dans Le Grand Bazar, dans son livre Le Grand Bazar, correspond en fait à une forme d'universalité et sert à condenser le débat. Genre, si je te dis « Hello, je t'emmerde », c'est pas moi qui t'emmerde, mais c'est nous, les participants à la société et membres de la communauté qui amenons une odeur de purin dans ce qui s'apparente à ta tête. Bon, c'est très difficile à avaler, sans mauvais jeu de mots. Et ces écrits poursuivront Daniel Cohn-Bendit jusqu'à la fin de sa vie politique. Il se voit d'ailleurs refuser le prix franco-allemand du journalisme en 2013, justement pour ses écrits de 1975. Pour Dany, la décennie 1980-1990, c'est celle de l'Europe. Et plus précisément, c'est une décennie électorale européenne. En 1980, il se présente aux élections européennes avec les Verts. En 1984, il est élu député européen pour la première fois, toujours avec son parti Europe Écologie Les Verts. Séquence marrante, il s'embrouille une première fois avec Jean-Marie Le Pen en plein débat, qui va l'accuser d'être un pédophile militant. Aïe, les mots sont durs, mais pas très loin de la réalité quand même. Hein. C'est en 1985 que Dany Le Rouge prend un tournant européen, voire ce qu'il dit lui-même européiste. Il va fonder alors l'Alliance des Verts, qui va promouvoir des politiques écologistes et sociales. En 1990 et 6 ans plus tard, il émet sa toute dernière critique à l'endroit de l'Union européenne via un pamphlet, L'Europe contre les peuples, qui serait, je cite Daniel Cohn-Bendit, l'Europe qui serait anti-participative et bureaucratique. Oubliez pas ça. Toujours très impliqué dans l'anti-autoritarisme, et ça fera partie d'ailleurs de ses contradictions qu'on abordera en fin de vidéo, il fonde l'année de ma naissance, 1998, un mouvement anti-autoritaire à vocation européenne. Alors effectivement, vous l'avez, député européen en 2004, il fait face au menhir dans un échange resté iconique, je vous le mets évidemment. Que Monsieur Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Et en 2005, c'est là qu'interviennent ce qu'on pourrait appeler les premières contradictions de Dany le Vert, du coup plus le Rouge, puisqu'il va défendre corps et âme la Constitution européenne via le traité constitutif de 2005, traité, je le rappelle, refusé par 54% des Français. Le 29 mai 2005, ce traité, connu sous le nom du traité de Lisbonne ou du traité de la honte, est passé en catimini par Nicolas Sarkozy le 18 et 19 octobre 2007. Le traité est une double contradiction. Déjà, parce que le traité lui-même limite considérablement le pouvoir du peuple sur les institutions nationales. Et surtout, puisqu'il est imposé aux Français qui ont voté contre. C'est donc un traité qui est imposé contre la volonté de ceux sur qui il s'applique. Et ça, mon petit Dany, c'est pas super participatif. Et pour quelqu'un qui, 7 ans plus tôt, parlait d'une Europe antidémocratique et bureaucratique, ça fait tache d'huile. Progressivement, Dany le trotskiste devient Dany le libéral. Et ça, c'est aussi une contradiction en soi. Militant à la fois pour une Europe écologique et sociale en faisant la promotion du marchéisme, du libre-échange et du capitalisme sans limite, je sais pas si c'est très cohérent. Pareil, l'homme qui voulait s'en prendre aux banquiers américains dans les années 70 finira par se rallier à un banquier d'une banque américaine, Macron. En 2017, l'idéologie marchéiste a transformé Daniel le communiste en une espèce d'oncle progressiste un peu con qui n'a absolument plus aucune colonne vertébrale idéologique. Par exemple, lors du mouvement des Gilets jaunes, Daniel Cohn-Bendit parle d'une tentation autoritaire et parfois terroriste et que le pouvoir public devrait maîtriser, et parfois avec brutalité. Et vous allez me dire, c'est marrant quand même. Le mec qui a organisé la plus grande révolte française de ces 60 dernières années se plaint d'une manifestation et réclame une gestion brutale de la crise.
Mais du coup, en 1968, les policiers, ils auraient dû tirer au LBD et arracher des mains aux étudiants manifestants? Je comprends plus là. Pareil, une carrière faite sur la démocratie et la participation et parallèlement un refus de comprendre ce besoin chez les Gilets jaunes via les pratiques du référendum. On sait plus où t'habites, mon petit Daniel. Pas très cohérent tout ça. Pas très cohérent non plus d'avoir fait ses classes dans l'idéologie communiste tout en soutenant le grand patronat via ses politiques de baisse du coût de la main-d'œuvre avec l'immigration. Pas très cohérent pour le libertaire que Daniel Cohn-Bendit a été d'avoir violemment appelé à la vaccination et à la vaccination obligatoire lors de la pandémie de Covid-19. Pas très cohérent d'avoir subi historiquement l'antisémitisme et de frayer parfois avec des gens qui le sont ouvertement. Voilà pour Daniel Cohn-Bendit. Alors vous allez me dire, ah, t'es chiant avec tes enflures, tu nous mets pas de soleil dans les yeux. Oui mais non. Pour moi, Daniel Cohn-Bendit, c'est pas qu'une enflure. Parce que Daniel Cohn-Bendit, avec tous ses penchants, c'est l'illustration parfaite des boomers progressistes avec tous les travers qu'il va trimballer. Le communiste au penchant déviant, passé libertarien, maoïste, trotskiste, écologiste, pour finir clown de cérémonie de l'actuel président de la République, ça devrait donner un indice de fiabilité dès lors que Dany le Rouge parle. Merci à tous d'avoir suivi cette enflure. Petit jugement. Avec tout ce qu'on sait, Daniel Cohn-Bendit est-il une enflure? Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est très important pour Il est là, hein, pour le référencement. Et moi, je vous dis à mercredi pour la revue d'actualité. Merci à tous. Vive la patrie, vive la France. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Et time!